Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Quai des Savoirs à Toulouse pour cette soirée autour de la thématique avion et design dans le cadre de notre mois design que nous développons ici à Toulouse au Quai des Savoirs autour de différentes approches de la science et du design industriel, du design de service, du design d'usage et aussi à travers la question de la formation au design et des études au design. Donc vous avez ici au Quai des Savoirs 3 expositions qui se répondent sur ces différentes problématiques qui toutes tournent autour du design aujourd'hui, à la fois à Toulouse mais aussi au-delà, puisque notamment l'exposition Observeurs du design que vous pouvez découvrir donc en ce moment est une exposition qui présente les meilleures réalisations de designers français qui ont été primés cette année en 2018. Alors ce soir, pour discuter de notre sujet, on a le plaisir d'accueillir 3 invités. Alors à Toulouse, la ville des avions, si on peut dire, donc la ville de l'aviation. On a 3 invités qui vont chacun, de leur point de vue, nous raconter, faire part de leur expérience en matière de design et de recherche dans le domaine de l'aéronautique ou de l'application dans le domaine de l'aéronautique sur la fabrication, leur rôle dans la fabrication des avions et notamment chez Airbus, autant le citer tout de suite. Mais il n'y aura pas qu'Airbus qui sera cité puisqu'on va aussi s'intéresser à un autre constructeur d'avions qui est basé à Tarbes et que vous connaissiez sous le nom de la Socata et qui aujourd'hui s'appelle Daher. Et donc Alexandre notamment va nous en parler. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter donc nos 3 intervenants. Je vais leur donner la parole tout de suite après, juste pour vous donner quelques éléments de comment la soirée va se dérouler. Vous savez qu'elle est diffusée en direct sur Facebook, sur la page Facebook du Quai des Savoirs. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont derrière leur téléphone ou leur écran d'ordinateur ou de tablette, à interagir aussi avec nous, puisque j'ai en direct tous les commentaires et les questions que vous pouvez poser à nos invités ici ce soir. Donc on va avoir 15 minutes de présentation environ pour chaque invité, et puis après des questions dans la salle, des questions entre les invités aussi, puisque dans la phase de préparation, on a eu déjà des discussions assez sympas, assez intéressantes. Et voilà, donc je vous invite aussi à pas hésiter à l'issue des présentations à faire des commentaires, à nous faire part aussi, pourquoi pas, de vos expériences, et puis à interroger nos invités ce soir. Alors, on va démarrer peut-être avec vous, Mariana. Mariana Braza, vous êtes donc directrice de recherche au CNRS. Je dirais que vous êtes la scientifique du plateau ce soir, la chercheuse du plateau. Vous dirigez une équipe pluridisciplinaire qui est entre l'IMFT. Alors l'IMFT, c'est l'Institut pour les matériaux, mécanique des fluides, tout faux, mécanique des fluides de Toulouse, une chance sur 2, et donc une équipe entre cet institut et puis le Laplace sur le design des ailes du futur qui sont bio-inspirées. Alors vous allez nous parler un petit peu de tout ça. Également, vous êtes coordinatrice d'un projet européen dans le cadre du programme Horizon 2020 en collaboration avec Airbus Toulouse. Et là, vous travaillez sur le design du volet de l'aile de l'A320 à l'échelle 1. Et ça, c'est un très beau challenge que vous allez aussi nous raconter. Voilà, donc je vais vous donner immédiatement la parole et puis je présenterai les invités suivants en leur donnant la parole. Je vous en prie, prenez le micro. Merci. Merci beaucoup de cette invitation au sein du Quai des Savoirs qui honore nos études de cette équipe pluridisciplinaire co-dirigée entre moi-même et Jean-François Rouchon, professeur à l'Institut national polytechnique et directeur de l'ENSET. Merci au public qui est venu nous suivre cette table ronde et merci beaucoup à mes collègues ici présents du RTRA et du LAS et de l'IRIT qui sont venus. Un grand merci. Donc, je vais vous parler à travers des petits transparents assez simples, un petit peu comment on a pensé à faire ce design des ailes d'avion bio-inspirées, qui donc font partie maintenant
du projet européen SMS, dont vous avez le site internet qui est sur cette diapo. En collaboration avec une dizaine de partenaires et nous avons comme endorseur Airbus Toulouse Emerging Technologies and Concepts. Ici, pour faire simple, nous avons une aile d'avion qui est exactement la forme du A320, qui est un des avions très répandu au jour d'aujourd'hui de partout dans le monde. Et nous voyons en aval de cette aile d'avion toute cette série-là de tourbillons qui sont générés et que l'on peut manipuler de manière à pouvoir optimiser les performances aérodynamiques. Donc ça, c'est le premier défi. Comment optimiser les performances aérodynamiques? Bien, en faisant un silhouettage de cette aile d'avion, notamment de sa partie arrière. Et le silhouettage, c'est ce qu'on appelle chez nous le morphing, c'est-à-dire on donne une forme de cette partie de l'aile d'avion afin de pouvoir en même temps accroître la portance, diminuer la résistance au vent, ce qu'on appelle chez nous la traînée, et en même temps diminuer le bruit aérodynamique. Comment on va faire tout ça? Eh bien, grâce à une synergie entre l'aérodynamique et la science des matériaux intelligents, notamment des actionneurs que vous voyez ici dedans, ils ont l'air d'être compliqués, des actionneurs électroactifs, électroactués, qui sont étudiés au laboratoire Laplace à l'issue des concepts d'aérodynamique, puis ces actionneurs ils sont embarqués dans le système de l'aile. Ils sont donc en test à l'IMFT et au sein d'autres partenaires du projet pour pouvoir optimiser les performances. Bien, ici, pour expliquer un peu les choses, c'est comment on en est arrivé là. Bien sûr, en observant les grands oiseaux prédateurs. Moi, je suis passionnée de la nature, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, et notamment au-dessus de l'IMFT, qui est mon labo, au-dessus donc de Berges de la Garonne, notamment au mois de mai, il y a un vol assez important des rapaces qui viennent là. Et on peut voir que dans la voilure du rapace, il y a bien sûr la grande aile, mais il y a aussi les ailerons, les plumes et les plumettes. Et bien, l'oiseau capte les pressions depuis l'air qui entoure l'aile. Et avec donc ce captage de pression, ce sensing, comme on peut dire en anglais, et lui, il sait bien comment manipuler les différentes ailettes et plumes et plumettes pour tuer une partie de mauvais tourbillons, si je peux dire, et accentuer une autre partie de bons tourbillons afin d'obtenir simultanément ces trois performances aéro. J'insiste sur le terme simultanément parce qu'au jour d'aujourd'hui, les avions, s'ils arrivent avec divers dispositifs beaucoup plus intrusifs de, par exemple, diminuer la traînée, ils augmentent le bruit et vice-versa. Donc, l'oiseau sait bien faire et donc on va s'en inspirer. Comment on va donc réaliser une partie de cette bio-inspiration? On va utiliser ici des matériaux qui sont des fils électroactués qui ont la capacité de se rétrécir au lieu de se rallonger s'ils sont donc soumis à l'électricité. Ce sont les alliages à mémoire de forme. Et ces alliages à mémoire de forme qui sont étudiés au laboratoire Laplace ont la capacité de se rappeler de la forme initiale. Donc, si je le refroidis, l'aile va développer donc une grande cambrure, mais en refroidissant le matériau des alliages à mémoire de forme, l'aile va reprendre la forme neutre d'origine. Pour donc faire presque aussi bien que l'oiseau, on va instrumenter une autre classe de matériaux qui sont ces matériaux ici présents.
qui sont des piézoactuateurs, également étudiés au laboratoire Laplace, qui sont capables de développer des vibrations à plus haute fréquence. Autrement dit, on peut faire simultanément une grande cambrure, comme fait l'oiseau, et en même temps activer ces patchs piézoélectriques de manière à produire des vibrations à de beaucoup plus hautes fréquences. Ainsi, on peut manipuler savamment avec de nombreuses études tout ce qui est cette turbulence qui entoure le volet et arriver à des performances très importantes. C'est pour dire aussi que les forces qui sont développées peuvent être très bien gérées par ce système d'alliage à mémoire de forme. Vous voyez ici l'aile en grande cambrure, donc grande cambrure, faible vitesse et en même temps une vibration, comme vous voyez ici, à plus haute vitesse dans la partie arrière. Et on va voir ce que ça donne sur le plan donc, physique, aérodynamique. Et il faut dire ici qu'on en est arrivé là grâce pas seulement au projet européen, mais depuis les années 2010, l'équipe pluridisciplinaire entre l'IMFT et le Laplace a eu le grand soutien de la fondation STAE, Sciences et Technologies de l'aéronautique et espace. Ici présent, nous avons le directeur actuel de STAE. Et donc, nous avons eu l'occasion de prouver la véracité de nos concepts à travers donc, de nombreuses années avec 3 grands projets de la Fondation STAE au sein de ce qui est le réseau thématique de recherche avancée de cette fondation, le RTRA. Et suite à ça, nous avons eu une collaboration avec Airbus Innovation Toulouse, Emerging Technologies and Concepts Toulouse, qui nous a donc épaulés pour commencer à faire ce qu'on appelle le morphing de cette partie de l'aile qui consiste en donc silhouetter le fameux volet hypersustentateur qui sort pendant les phases du décollage et de l'atterrissage. Donc, juste visualiser un petit peu ce film pour voir que, notamment, à l'aide de ce morphing hybride, parce qu'il active plusieurs fréquences et plusieurs échelles de longueur, comme les ailes de l'oiseau, nous pouvons manipuler tous ces tourbillons-là que vous voyez plus loin et plus proche. Et on va expliquer très rapidement, d'une manière très simple, comment cette manipulation conduit à ces effets bénéfiques. Bien sûr, il a fallu de nombreuses études sur les centres de calcul nationaux que nous avons fait au fil de toutes ces années, depuis 2010, pour en arriver là. Et là, je ne présente qu'une partie, un exemple, qui va expliquer, voilà, si j'actionne avec des fréquences que j'ai donc étudiées pour être optimales, je manipule ces gros tourbillons qui sont dans le sillage pour avoir un éclatement de ces gros tourbillons et avoir un amincissement du sillage qui va conduire donc à une résistance au vent bien moindre parce que le vent ne voit pas l'obstacle nominal, il capte l'obstacle entouré par toutes ces turbulences. Donc si j'arrive à le rendre plus fin, cette zone-là, le sillage, je peux diminuer ce que j'appelle la traînée de forme et par feedback, par rétroaction de droite vers la gauche, à l'opposé de l'écoulement, je peux obtenir des effets très bénéfiques pour la traînée de forme dans l'ensemble. Et ainsi, je peux expliquer pourquoi cette chouette ici, vous avez peut-être vu que par vent frontal, elle est capable d'avancer comme si de rien n'était. Si elle a un vent frontal de 150 km/h, alors que personne ne peut bouger, mais elle peut avancer en faisant juste comme ça, sans modifier du tout, sans peiner pour modifier la cambrure de ses ailes, pas du tout. Et bien, c'est grâce à ce concept-là que nous avons expliqué
dans nos études. Ici, juste un petit mot sur les performances aérodynamiques qui sont très bonnes quant notamment à l'optimisation du rapport portance sur traînée pour ces phases du décollage et de l'atterrissage. Ici, c'est différents donc, paramètres, notamment la longueur de ces fameux patchs, la cambrure, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et juste un petit mot pour dire qu'en même temps, on arrive à détruire, grâce à cet éclatement tourbillonnaire, les modes qui sont responsables du bruit aérodynamique. La courbe bleue, c'est sans faire du morphing. La courbe rouge, c'est avec le morphing optimal. Chaque tourbillon crée une onde de pression que captent nos oreilles. C'est pour ça qu'un bord de fuite, la pointe de l'aile fait toujours du bruit. Donc, la partie donc, du bruit du bord de fuite n'est pas aussi importante que celle du réacteur, mais elle fait quand même, elle est de l'ordre de 20% du bruit total. Donc, je peux, avec le morphing, diminuer énormément le bruit aérodynamique. Et juste un mot, au sein du projet européen, on capte ces fameuses pressions que l'oiseau capte par son ossature, système nerveux et muscles, par des capteurs de très haut niveau. Ce sont des capteurs optiques où je peux mesurer la pression à plusieurs points simultanément sur l'aile. Comme ça, je peux faire une boucle fermée avec les activations de manière à avoir en temps réel un morphing toujours optimal. C'est l'objectif du projet européen SMS. Juste un mot que les oiseaux, c'est très bien, ils volent d'une manière très efficace, mais à des vitesses qui sont comparables aux phases finales de l'atterrissage et au tout début de la phase du décollage, mais l'avion vole à des vitesses bien plus importantes, notamment à des vitesses du vol de croisière de l'ordre de 850 à 900 km/h, où il convient de faire des essais et un design plus spécifique pour faire un morphing par rapport au vol de croisière, pour lequel le phénomène crucial, c'est la compressibilité de l'air, qui est négligée quand la vitesse est faible, mais ici on ne peut plus négliger. Et à cause de cette compressibilité de l'air, il y a l'apparition de fameuses ondes de choc qui sont responsables de l'augmentation notamment des coefficients aérodynamiques comme la résistance au vent. Donc, il faut aussi diminuer cette instabilité due aux ondes de choc qui se baladent au-dessus de l'extrado, de l'aile. C'est la bien connue instabilité du tremblement en régime donc, de croisière. Et avec donc, un morphing bien adapté de la partie aval, on a démontré au sein de nos études, au sein du projet européen, qu'en éclatant des tourbillons cohérents spécifiques, on peut atténuer complètement cette instabilité due au choc et avoir des performances aérodynamiques qui croissent, qui augmentent substantiellement en vol de croisière. Là, juste un mot pour le design donc, du fameux volet hypersustentateur en vol en échelle 1. J'avais prévu de vous montrer un petit truc. Je ne le trouve pas très facilement. Bon, ce volet va être... non, merci, ça va aller. On va gagner du temps. Ce volet-là, il va avoir donc à l'intérieur une ossature comme l'arête du poisson. J'avais un petit poisson sur imprimante 3D à montrer. S'il y a le temps plus tard, merci beaucoup, je le montrerai pendant les questions. Donc, on fait un volet qui fait comme ça, comme à l'intérieur, il a une arête de poisson, grâce à ces donc, fils électroactifs que je vous montrerai aussi pendant le débat. Et en même temps, on va avoir ici ce qu'on appelle chez nous un système de plumes qui vont donc produire la cambrure et la flexibilité suffisante de l'aile. C'est étudié au sein du laboratoire Laplace, ce système-là, et nous allons donc monter ce prototype au sein d'une grande aile de 2,40 m de longueur, ce qui s'appelle la corde de l'aile,
depuis la tête de l'aile jusqu'à la pointe, qui est le bord de fuite, c'est la corde de l'aile, de 1,40 m, dans la soufflerie de l'Institut de mécanique de fluide, qui est classé monument scientifique du XXIe siècle, la soufflerie S1. Et vous avez ici un aperçu de cette maquette-là, avec ici le volet hypersustentateur dont la partie centrale est donc la partie morphée. Elle développe les forces nécessaires pour cambrer toute l'aile d'une envergure de 2 mètres. Il faut noter que la corde du volet tout seul, que vous voyez ici, elle est de 1 mètre, qui est en échelle 1. Si vous faites une coupe de l'aile Airbus par là, vous avez la longueur de la corde de l'aile qui est identique à celle étudiée au sein du projet SMS. Et là, une fois de plus, en optimisant le morphing, vous voyez dans ce petit film, on arrive actuellement de tuer toutes ces instabilités autour de l'aile, comme vous allez voir au film du bas par rapport au film du haut, et obtenir un sillage beaucoup moins épais et beaucoup plus performant côté aérodynamique, comme c'est indiqué aussi sur ces images-là. À gauche, c'est la situation sans morphing, et à droite, la situation avec un morphing optimal. Et tout à fait à droite, c'est le fait qu'on tue complètement les sources du bruit aérodynamique qui sont associées à ces pics-là de fréquences très élevées, qui sont complètement atténués par le morphing. Vous voyez la courbe rouge comparée par rapport à la courbe verte. Voilà, et là, c'est pour marquer le fait que si on cambre, bien sûr, l'oiseau quand il cambre l'aile, c'est pour augmenter la portance, ça on comprend. Mais on a découvert au fil de toutes ces années et de toutes ces études que le fait de faire la vibration à plus haute fréquence de la partie arrière de l'aile conduit à un 3% de portance supplémentaire, alors que ça n'aurait l'air de rien. Mais en fait, l'oiseau, quand il actionne ses plumettes, il crée des tourbillons qui rajoutent de la microcirculation dans la circulation générale. Et le sigma, la somme, c'est un grand bénéfice pour sa portance. Donc, du coup, avec Airbus, on étudie ce concept du morphing hybride, donc pas seulement la grande cambrure, mais simultanément la vibration pour le design des ailes d'avion du futur. Ça, c'est mon dernier slide, où nous avons comme target, comme objectif donc, du projet SMS, d'obtenir une amélioration de performance aérodynamique en termes de traînée de 3 à 5% d'amélioration, de moins, et ce qui correspond à une économie de consommation de carburant de l'ordre de 1%, un 5% d'augmentation de portance et en même temps une réduction des instabilités des sources du bruit de l'ordre de 8%. C'est pour dire que, aussi, pour conclure, le projet SMS a fait partie de manifestations européennes, grand public, comme celles qui sont affichées ici, et notamment le 11 juillet dernier, lors de ESOF Toulouse, on a eu le plaisir d'accueillir le public à l'Institut de mécanique de fluide, avec également les collègues du laboratoire Laplace, pour expliquer tout ça au grand public et aussi à des personnalités du design de la Commission européenne pour ce qui est les avions du futur. Merci. Merci beaucoup, Mariana, pour cette présentation. Oui, je crois qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Vous avez effectivement présenté dans Science in the City, donc au mois de juillet dernier, au public, on s'en souvient. Alors peut-être si dans la salle, il y a une ou deux questions ou de demandes de compléments, pour être bien sûr qu'on a tous compris les questions de portance des ailes bio-inspirées. On peut peut-être éclaircir quelques points et avant de passer à la présentation suivante, ou sinon, si tout est clair... Écoutez, c'est parfait. Si tout est clair, on va passer à la présentation suivante. On reviendra ensuite, et puis voilà, avec votre arrêté. Ah, bah voilà, alors allez-y.
D'accord, donc le fil et le piézo-actuateur. Très bien. Si vous voulez jeter un œil, à la fin de la conférence, on pourra regarder ça de plus près, parce que c'est tout petit, c'est quand même assez petit par rapport à l'aile dont vous nous avez parlé à l'instant. Alors, on va rester chez Airbus et dans les avions, et cette fois-ci, on va s'intéresser à l'intérieur de l'avion, à la cabine, avec le design de cabine. Avec vous, Pascal de Rességuier, vous êtes designer ou designeuse, on peut peut-être féminiser le nom. Vous êtes designeuse donc d'intérieur chez Airbus, je sais pas, de cabine d'intérieur plutôt chez Airbus, et vous allez nous faire part un petit peu de votre expérience, de votre parcours aussi, puisque vous êtes originaire, je crois, de Toulouse, enfin des Beaux-Arts de Toulouse, et puis vous avez eu un parcours que vous allez peut-être nous retracer en quelques mots pour nous dire comment vous êtes arrivé chez Airbus à cette profession. Je crois que vous êtes dans une équipe de 14 personnes, c'est ça, dans l'équipe de design, et voilà, donc on va vous écouter avec intérêt pour nous raconter un petit peu comment ça se passe de l'intérieur pour le design de ces cabines. Bon, je vais m'excuser parce que je n'ai pas trop l'habitude de parler. En général, je parle à des clients ou à beaucoup d'auditeurs clients, donc vous, vous m'excuserez. Donc je suis designer, mais intérieur, on est plus couleur matière, parce qu'il y a plusieurs pôles de design au sein d'Airbus. C'est tellement complexe qu'on est obligé de se dispatcher un peu dans différents domaines. À la base, j'ai été diplômée de l'école des Beaux-Arts de Toulouse, l'ISDAT, et j'ai d'abord, avant de m'intéresser au monde de l'entreprise, je me suis installée. Et on était plusieurs à s'installer. On est parti à Lyon parce qu'on trouvait que le design à Toulouse était assez mal représenté et très difficile pour s'intégrer quand on est un petit designer. Donc on est allé s'installer à Lyon, on a eu des bonnes connexions avec le centre du design, avec des architectes, ce qui nous a permis de développer toute la partie créa qu'un designer peut espérer. Mais à un certain niveau, la créa ne faisant pas tout, c'est intéressant aussi d'être intégré dans une grosse structure et de pouvoir profiter aussi des outils d'une grande entreprise comme Airbus. Bon, jamais j'aurais imaginé travailler chez Airbus étant une enfant du pays. C'est assez bizarre comme réponse, mais j'étais très loin du monde de l'aviation. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Vous voulez dire que dans votre formation, on n'évoquait pas du tout ces débouchés potentiels? Non. Et le lien, enfin, les écoles ne font pas assez... Moi, je pense qu'ici, les écoles ne font pas assez le lien avec l'entreprise. Alors, il y a de ça un peu fort longtemps. Je sais qu'il y a une école à Montauban qui fait couleur matière maintenant et qui est assez intéressante parce qu'on a certaines de nos collègues qui font partie de cette école, enfin qui ont fait partie de ce cursus. Mais on est quand même une équipe de 14 personnes qui sommes de différents horizons et de cultures différentes. On parle tous en anglais, donc je recommande aux jeunes étudiants de privilégier la communication en anglais en premier. Et après, ce qui est intéressant, c'est que on a un portfolio de compagnies aériennes qu'on ne choisit pas forcément, mais on va du monocouloir jusqu'au 380. Et ça peut être dans différents pays du monde. Il suffit juste d'imaginer, ça va au Moyen-Orient, l'équipe européenne et tout. Enfin, c'est large. On a beaucoup de clients, donc je ne peux pas faire Alors, est-ce qu'il y a des différences entre les différents pays? Votre travail, en termes de design, vous faites le même design pour toutes les compagnies du monde ou vous avez à prendre en compte une certaine culture locale? Alors, ce qui est intéressant, c'est que en Europe, on est très, très sobre, smart tech, comme on va dire, c'est très, très sérieux. Et dans d'autres pays, ils vont être beaucoup plus ouverts sur les couleurs, tout l'équipage. Alors des fois, on peut avoir des questions qui vont jusqu'à aller à la tenue, enfin donner un soutien sur la tenue de l'équipage ou des petites goodies qu'ils vont donner aussi dans l'avion. Donc c'est vraiment tout ce qui est lié aux matériaux et couleurs, en sachant au pays des avions, il y a beaucoup de contraintes techniques parce qu'on travaille avec des ingénieurs. Et ce n'est pas une critique, mais il faut prendre en considération que tout d'abord, l'avion doit voler et après être opérationnel pour une compagnie aérienne et le représenter aussi en termes de couleurs et de marketing produit. Donc votre travail va jusqu'aux goodies, en fait, ça va depuis le design des cabines, des fauteuils, des sièges, jusqu'à... Alors,
C'est pas exactement notre domaine, mais c'est plus. Ils peuvent parfois nous demander notre avis, quoi. On va plus donner un conseil pour faire le lien vraiment avec l'univers général et arriver à faire le lien avec leurs détails à eux, quoi. Alors, qu'est-ce qui est difficile de travailler avec des ingénieurs? Vous avez l'air de dire que travailler Non, avec des ingénieurs, c'est pas forcément pas facile. difficile, mais un designer, surtout en couleur matière, on est beaucoup plus. C'est beaucoup plus électron libre. Enfin, les contraintes, on les prend en considération, mais d'une façon beaucoup plus légère, parce qu'on va prendre en considération aussi l'univers dans lequel les passagers vont fonctionner. Et, enfin, je ne veux pas dire que les ingénieurs ne prennent pas en considération ça, mais il y a aussi, enfin, c'est plus la partie technique. Et tout ce qui est développement de matériaux, on est obligé de suivre des contraintes pour que ça soit certifié au feu et des choses comme ça, quoi. Oui, une dimension réglementaire qui est très importante Voilà. en matière d'aviation. Et du coup, vous êtes amené à approfondir vos connaissances sur les matériaux qui sont utilisés. On vient d'avoir un exemple justement sur la recherche en matière d'aéronautique. Vous êtes amené aussi à travailler donc avec les ingénieurs sur les nouveaux matériaux. Est-ce que ça vous ouvre de nouvelles perspectives en matière de design, de créativité? Alors, en direct, on travaille avec nos fournisseurs. On a des fournisseurs qui sont approuvés, avec lesquels on doit travailler avec. Et on les challenge aussi. Bon, on a des parties innovation aussi au sein d'Airbus, ou des gens qui s'occupent vraiment des matériaux, qui vont pousser plus sur des matériaux. Bon, après, il y a dans le temps, le développement matériaux, ça peut être très long. Donc, nous, on va faire avancer à plus petite échelle pour que ça aille vite dans l'avion, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que vous pourriez recommander à des jeunes qui veulent s'intéresser à ce domaine, enfin des jeunes designers ou des gens qui sont à l'école ou qui vont sortir de l'école pour aller travailler chez Airbus ou chez un constructeur? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité, comme compétence ou comme envie à la base, d'après vous? Il ne faut pas à la base être forcément un grand expert. Il faut être motivé, avoir vraiment une sensibilité couleur, matériaux. Il ne faut pas imaginer que... Enfin, moi, je suis designer global à la base, mais maintenant, je suis dans une espèce de niche. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi d'être plus concentré sur d'autres domaines et m'élargir avec des rencontres avec des ingénieurs, mais aussi les clients. On a vraiment beaucoup de connexions qui font que ça donne une richesse à notre travail. Mais après, il faut surtout penser multiculturel et être très ouvert sur... Oui, cette capacité du designer à être ouvert et Ouais. comprendre les différentes cultures professionnelles comme les cultures au sens plus large. On évoquait aussi en préparant le plateau toute la relation aussi avec le numérique et avec le digital. Donc vous êtes à la fois très impliqué dans la question des matériaux, parce qu'un designer, ça travaille avec des matériaux. Et aujourd'hui, beaucoup aussi d'une partie de votre travail est virtuel et digitalisé. Donc comment vous vivez ça? Comment vous articulez ça? Parfois, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est des choses que vous arrivez à faire facilement? Ben, c'est surtout que maintenant, on est à une période charnière où on doit être les garants des matériaux et en même temps être en digitalisation. Bon, j'ai la chance, moi, de travailler sur le 380, donc forcément, on a une partie en virtuelle réalité. Donc, on a le soutien de certaines équipes qui nous amènent des images. On peut circuler dans l'avion avec les matériaux installés. Donc, c'est une facilité de communication et d'échange avec le client. Mais en même temps, il faut que le matériau reste présent et c'est primordial, quoi. Oui, racontez-nous ça. En fait, vous êtes avec des masques, comment ça se passe concrètement? Vous simulez en fait le design de l'avion. Vous pouvez vous promener dedans, c'est ça, avant de faire des prototypes ou de réaliser? Alors, le but du jeu, c'est que dès qu'un avion est complexe, désolé, je pense en anglais des fois, il est en image virtuelle pour donner la capacité aux compagnies aériennes de pouvoir finaliser certains détails. Donc c'est vrai qu'il y a des systèmes où ils peuvent soit voir une sorte de visualisation de la cabine. Bien souvent sur Internet, on peut le voir parce qu'ils l'utilisent aussi comme moyen de communication et de marketing. On peut se promener à travers la cabine. Dès que l'avion vole, ils utilisent ces images. Et voilà,
Donc vous intervenez aussi sur ce modèle virtuel? Ponctuellement, c'est-à-dire que je n'ai aucune action, mais j'ai un soutien au niveau des matériaux et je suis garante. Plus c'est du management de projet, donc il faut qu'à la fin, ce que le client veut soit traduit sous toutes les formes, quoi. Et ça prend combien de temps pour travailler sur un nouveau modèle d'avion, par exemple, ou enfin de mode d'avion, en tous les cas de cabine, de cabine intérieure. d'avion, oui. C'est des projets qui durent sur combien de mois? Alors c'est très fluctuant, ça dépend vraiment déjà de la compagnie aérienne, s'ils veulent rapidement ou pas les avions, du type d'avion. On peut passer 2 ans sur un gros développement ou des fois beaucoup moins de temps. C'est vraiment, on est vraiment dans des échelles très flexibles, hein. Alors je sais qu'il y a beaucoup de confidentialité en la matière, donc vous ne pouvez pas forcément nous dire beaucoup de choses, mais est-ce que vous pouvez nous dire par exemple sur quoi vous travaillez actuellement? Alors moi je suis tout programme, donc j'ai forcément des monocouloirs. J'ai une petite compagnie aérienne japonaise que j'aime beaucoup parce qu'ils sont très roses et violets. C'est surprenant. C'est-à-dire, ils sont très roses et violets. Ils travaillent énormément avec le fuchsia et du coup au début c'était assez drôle parce que moi j'adore le fuchsia, donc je les ai poussés à ce qu'ils aillent dans cette direction. Et 5 ans après, on peut se rendre compte que ça est devenu une sorte de marque de fabrique pour eux. Et c'est en lien aussi avec leurs passagers, disons passagères. Et du coup, ça amène toute une dynamique au niveau de marketing et des vols et des opérations qu'ils vont faire. En lien avec leurs passagers, c'est-à-dire? Là, du coup, ils ont une majorité de femmes qui prennent leurs avions, quoi. Okay, donc les avions roses pour les c'est filles culturel, et les bleus pour les garçons. Ouais. Non, pas forcément, non. Il y a des études que vous faites aussi ou qui sont faites justement sur la perception par les passagers de votre, des designs d'intérieur. C'est-à-dire que c'est dicté, les choix que vous faites sont dictés plutôt par les matériaux, plutôt par un choix de matériaux, ou c'est aussi en fonction. Donc là, on a parlé de la culture, mais des études sont réalisées là-dessus sur la manière dont les gens. Vous disiez tout à l'heure, par exemple, qu'en Europe, c'était peut-être un peu tristoun les avions. C'est parce que le public attend ça? Ou c'est une volonté des compagnies? Comment ça se décide, ça? Oui, c'est plus les compagnies qui se positionnent par rapport à... C'est plus un choix de route et de passagers à l'intérieur. C'est vrai que chaque pays a plus ou moins une direction. Et ce que j'aimerais bien rajouter, c'est que maintenant, on en est arrivé aussi à beaucoup plus intégrer la lumière, parce qu'on a aussi une équipe en Allemagne qui fait le design lumière. Et souvent, on travaille en collaboration avec eux parce que comme la lumière devient de plus en plus pointue, il faut après se rendre compte du matériau réellement en cabine et de voir vraiment comment varie la couleur, comment elle réagit. Et des fois, ça peut créer des surprises, hein. Mais du Par coup, exemple, ça amène justement cette petite compagnie aérienne. Ils se sont rendus compte que dès qu'ils mettaient des couleurs beaucoup plus intenses, ça rendait leur fuchsia très dans les marrons. Donc, ils perdaient cette essence. Et à chaque fois, c'est une sorte de remise en question. Et du coup, ça permet de repenser la cabine différemment. D'accord. Très intéressant. Merci pour ces premiers mots, ces premières explications. On va passer, à moins que vous ayez des questions ou des... Oui, bon, on en profite tout de suite. On va vous passer un micro si vous voulez bien juste patienter une seconde. Merci beaucoup. Bonjour, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez uniquement des projets justement avec des clients, ou est-ce que vous avez quand même des projets de recherche sur le long terme par rapport justement au bien-être des passagers par exemple, ou que sais-je encore? Alors en général, c'est toute l'équipe marketing qui gère toutes ces recherches. On a des gens qui sont intégrés et ils vont plus nous renvoyer des sortes de feedback, comment la cabine est perçue, comment la cabine évolue. Et il y a vraiment des entités qui pensent ça. C'est vraiment segmenté par rapport à... Oui, est-ce que vous avez des projets? Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais, dans le même sens, vous avez des projets libres, j'allais dire, aussi, où par exemple vous pouvez tester par vous-même ou développer des idées plus personnelles? Au sein de l'entreprise, pas vraiment, parce qu'on est vraiment lié à une demande de client.
C'est-à-dire que des fois, on peut avoir des envies de développer des matériaux et certains vont être beaucoup plus sensibles sur certains développements, donc ils vont être beaucoup plus amenés à pousser à faire en sorte que le matériau soit installé en cabine, quoi. Très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais passer la parole à Alexandre. Alexandre Echasserio, donc vous êtes designer également, patron de Crafter Studio, qui est un studio de design. On va rester dans le domaine des avions aussi, même si vous avez aussi des collaborations avec le monde scientifique, puisqu'on vous doit d'ailleurs un certain nombre de manips et de dispositifs qui sont présentés dans l'Expo Supra, donc juste ici au Quai des Savoirs. Vous avez travaillé avec Julien Bobroff, qu'on a eu le plaisir d'avoir la semaine dernière ici même sur ce plateau. Et donc ce travail avec le monde scientifique vous a peut-être ouvert un certain nombre de portes, ou en tous les cas de perspectives, dans la collaboration avec des industriels des hautes technologies, et notamment de l'aviation. Et donc, vous allez également nous parler donc, de votre travail, de vos projets, notamment sur ce projet d'avion privé, de jet. Alors, j'ai oublié le nom, mais vous allez nous le redonner. Je crois qu'on a vu quelques images déjà de ce projet. Voilà. Je vous donne la parole. Oui, mais bonsoir. Ah, merci. Ça, c'est pour lancer les vidéos? Oui. C'est pour enchaîner les écrans. Ok, voilà. J'appuie là. Ok. Donc oui, bonsoir. Donc je m'appelle Alexandre Echasserio. Je suis du coup originaire de Toulouse, que j'ai quitté à mes 19 ans pour aller étudier à Paris. D'abord à l'école Boulle où j'ai appris le travail du métal de façon très artisanale et traditionnelle, et puis ensuite à l'ENSI, qui est une école de design, qui veut dire École nationale supérieure de création industrielle, où là en fait j'ai pu m'ouvrir, enfin en tout cas ouvrir mes connaissances à des mondes très très variés, allant de fabricants d'objets en bois à des scientifiques de la supraconductivité dont Julien Bobroff présente l'exposition ici, ou en étant intégré dans des laboratoires de recherche au CEA de Grenoble, ou avec des industriels un peu plus classiques. Voilà. Donc pendant 5 ans, c'était des approches extrêmement polymorphiques du métier de designer. Je suis sorti de cette école, en tout cas, en essayant de cultiver cette approche des disciplines croisées, m'affirmant un petit peu comme une passerelle entre différents savoirs. Le designer étant pour moi quelqu'un par essence non spécialiste. Enfin, dans mon cas, en tout cas, je suis très assumé de ne pas être spécialiste de quoi que ce soit. Et donc voilà, en 2013, je me suis lancé à mon compte en collaborant donc effectivement d'abord avec des scientifiques, pas seulement le CNRS, donc le CNRS étant un de mes principaux clients, notamment le laboratoire de physique des solides, avec lequel nous avons fait des démonstrateurs scientifiques. Alors, ce n'est pas exactement les démonstrateurs de l'aile, mais j'avais quand même plein d'idées en voyant l'aile. Typiquement, l'enjeu, c'était comment on arrache les PowerPoint aux scientifiques et comment ils peuvent venir parler de science sans des vidéos et des graphiques. Et donc, pardon, mais il y a des solutions. Et donc ces solutions, souvent, c'est la narration, c'est-à-dire faire parler les scientifiques, essayer de comprendre quelle histoire ils veulent raconter, quelles sont les briques principales de leurs connaissances. Et étant nul en sciences, c'est un énorme atout parce que du coup, je n'avais plus qu'à essayer d'extraire ce que je comprenais en me disant que des enfants, et en fait pas que des enfants, un grand public pourrait y arriver. Et donc mon métier ensuite, c'est de donner forme à ces choses-là. Et j'ai choisi de rester une structure relativement petite dans laquelle je puisse fabriquer moi-même tous ces dispositifs. Donc j'ai donc eu des financements pour créer un atelier dans lequel je me suis installé. Enfin, j'ai installé cet atelier à 50 km de Paris, où je suis resté 4 ans. Et là, donc, j'ai fabriqué ces petits cirques qu'on en voit un derrière. Donc, c'est par exemple une sorte de cirque de Calder qui permet de présenter les propriétés de la supraconductivité, ou un petit village aquatique qui permet à des scientifiques de parler de l'analyse des couches minces, plein de choses que je ne maîtrise pas, mais dont le scénario se déroule à travers mes objets. Donc voilà, le lien vers l'aviation, elle est venue donc en 2016, où en fait j'ai choisi de créer une société pour pouvoir prendre des projets un peu plus d'envergure, et là ça m'a fait basculer dans des projets plus industriels, où j'ai gardé ce côté d'aimer démontrer des choses, enfin accompagner des savoir-faire assez précis dans des objets et des machines. Et donc j'ai commencé par dessiner des machines pour des startups qui avaient des compétences très très précises, des gens capables de recycler la fibre de carbone,
ce qui n'est pas encore possible. Donc, les aider à donner forme à des machines extrêmement pointues. Donc, ce savoir-faire industriel, ensuite, c'est étendu avec des collaborations avec EDF sur des choses beaucoup plus industrielles, plus classiques. Et je pense m'a permis de pouvoir mettre un pied dans l'aéronautique avec une société située à Tarbes qui s'appelle Daher, mais que les Toulousains connaissent surtout sous le nom de Socata, où en fait, donc ces gens fabriquent un avion depuis déjà beaucoup de temps et m'ont introduit dans leurs... Donc c'est cet avion qui est décliné depuis des années, mais qui est, c'est une base d'un avion en fait à hélice, mais qui n'est pas un moteur à piston, qui est un moteur très puissant qui s'appelle une turbine. Donc en fait, c'est un rapport poids-puissance énorme. C'est un avion très très apprécié. C'est une usine qui fabrique en fait un avion, enfin fabrique et vend entièrement à Tarbes cet avion. Ils en fabriquent un tous les 6 jours et il est vendu à 80% à des Américains. Il coûte 4 millions d'euros. Voilà, pour ceux qui veulent l'acheter, j'ai une carte. Néanmoins, ces industriels avaient en fait une démarche par rapport au design un peu anecdotique. C'est-à-dire que les designers n'étaient pas intégrés dans leur réflexion et ils avaient une approche très prestation externalisée du design. Et donc, j'ai la chance en fait depuis un an de les accompagner dans différentes missions et de pouvoir en fait quotidiennement, c'est-à-dire je reste prestataire pour eux, mais 3 jours par semaine, on mène des réflexions sur différents sujets et donc de pouvoir intégrer le design au sein des équipes. Alors je l'intègre tout seul ou avec mon ex-stagiaire ici présente, donc on est encore en petit comité, mais en tout cas c'est une entreprise qui a la volonté de faire rentrer le design dans sa conception et je trouve ça assez chouette. Pourquoi on parle de ça? C'est parce que je pense que c'est intéressant l'approche que j'ai avec ce client-là, qui est fait d'essayer de calquer mon mode de production un peu artisanal. Là, en fait, on a 2 approches, je pense, assez différentes d'un bout à l'autre de cet auditoire, parce que pour le coup, moi, je suis tout seul ou quasi tout seul sur les questions de design, et j'essaye d'injecter jour après jour dans cette société en fait une approche très art and craft et très comment dire, pas maquette, mais on va dire d'avoir une approche vraiment de venir challenger les ingénieurs, on va dire, avec une approche vraiment de designer, qui est de proposer des itérations de formes, des matériaux, d'essayer les choses, qui sont en fait des choses très très naturelles quand on travaille avec des designers, enfin d'autres designers, avec des architectes ou avec des scientifiques, parce que alors j'ai toujours été très époustouflé de l'ouverture d'esprit qu'on rencontre dans le monde de la recherche. Et sans critiquer le monde des ingénieurs, c'est un monde un peu plus campé sur des certitudes et où les choses sont très très difficiles à faire, où les mentalités sont très très dures à faire évoluer. On est assez convaincu de sa méthode, généralement. Et donc c'est intéressant pour moi d'être designer et de venir des fois chambouler un petit peu les habitudes pour proposer de nouvelles méthodologies qui sont, par exemple, on va inaugurer dans quelques semaines un Fab Lab qu'on va intégrer dans la Socata, enfin chez Daher, pour pouvoir essayer des choses, des textures, voilà, vraiment venir avoir une approche vraiment qui est celle du design et de l'itération, de brasser des idées. Jusque-là, c'était plutôt une approche en fait de sous-traitance. Hop, on a une idée, on va voir nos sous-traitants, ils nous renvoient le proto au bout de 6 mois et puis on est déçu. On attend 6 mois de plus et voilà. Donc c'est des procédés très longs. En fait, je pense qu'en m'embauchant, en collaborant, on apprend ce que font les gens d'Airbus en fait, à essayer des choses. Mais voilà, c'est des échelles de boîte et c'est quand même, je trouve, une belle démarche en fait de me laisser essayer ça. Et puis c'est une culture aussi que j'ai de beaucoup essayer des choses avec mes clients. C'est-à-dire que je propose. C'est un conseil que je donne, je sais qu'il y a des jeunes designers dans la salle, de jamais avoir peur de proposer des choses qui ont l'air même complètement absurdes à leurs clients, parce qu'en fait, généralement, s'ils ont un minimum confiance en vous, ils vont vous laisser essayer des choses, et si on les prévient en disant que ça peut se casser la gueule et que ça se casse la gueule, personne n'est déçu. Mais en tout cas, dans tous les cas, on a avancé parce qu'on a essayé de nouvelles choses. Voilà, j'ai pas tellement d'autres choses à... Si, je voulais vous parler, j'ai un petit court film qui permet de présenter en fait un peu plus concrètement
mon approche que j'appelais, qui a été mon projet de diplôme à l'ENSI, et qui était cette espèce de glorification, de croisement des regards, c'est-à-dire je suis parti du constat que dans l'industrie, il y avait des technologies extrêmement naissantes et d'autres extrêmement mourantes. Dans les savoir-faire, il y avait la même chose, des savoir-faire extrêmement de pointe et des savoir-faire extrêmement désuets. Et dans les matériaux, l'approche matière est un peu pareil. On invente tous les jours des matériaux très très novateurs et d'autres deviennent très orphelins par manque d'application. Et donc, j'ai développé une méthode que j'appelais triptyque et qui croisait une de ces variables, c'est-à-dire qui mélangeait un savoir-faire, une technologie et un matériau, orphelin, donc soit par sa grande spécificité, soit par sa désuétude. Et ça a permis de faire naître beaucoup de projets, dont 3 que je vais vous montrer, donc qui sont un casque de vélo en laine de mouton, que j'ai développé avec un chimiste de Toulouse, justement, une enceinte acoustique en marbre que j'ai fabriquée avec un marbrier de la région parisienne, et une housse d'iPad dont le circuit imprimé est tatoué avec une encre conductrice. Et donc c'est cette méthodologie que j'essaie de cultiver. Alors c'est pas tous les jours facile, mais en tout cas, ça me permet de pouvoir proposer des choses relativement punk de temps en temps aux yeux de mes clients, mais néanmoins de montrer quand eux ont l'impression de faire des choix complètement dingues, de se dire qu'on peut faire des choix plus dingues. Et il y a des choix beaucoup plus dingues que les miens encore. Mais c'est voilà. Alors la vidéo est peut-être un peu longue, je ne vais pas vous la montrer en entier. On a très envie de voir tout ça. Bon, je vais l'avancer. En fait, j'ai eu la chance d'obtenir un mécénat qui s'appelle les Audit Talents Award, et j'encourage les jeunes gens à postuler, qui m'a permis en fait de me faire financer un atelier. Alors je passe sur le côté gloire. Hop. Voilà, donc là c'est le moment où on arrive dans ma campagne. Et en fait, je me suis installé dans ces locaux pour pouvoir bosser et pendant 4 ans, développer mes projets. Un lieu où prototyper mes projets. Ouais, ben voilà, en fait, ça va raconter exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc je vais laisser la vidéo parler. Il faut juste l'actionner. Soyez un peu être au calme, pouvoir accueillir aussi des gens et travailler à plusieurs. Ce déménagement, du coup, a été l'occasion pour moi de développer une enceinte en marbre, une housse d'iPad en cuir et un casque de vélo en laine de mouton. Alors ce projet de triptyque est venu en fait d'une démarche que j'avais initiée à l'ENSI où j'avais choisi en fait de mélanger des savoir-faire que j'appelais orphelins. Et du coup, je me suis intéressé à ces métiers qui soit sont extrêmement pointus, soit quelque peu en désuétude parce que plus tellement en phase avec le marché. Ces métiers, ces savoir-faire, je les ai trouvés en faisant ce qu'on appelle un peu un tour de France. C'était surtout une recherche de personnalité, de personnages motivés qui avaient une curiosité vers le design et vers de nouvelles typologies d'objets. L'idée de la housse d'iPad est venue en fait d'exploiter ce côté extrêmement rigide d'un circuit imprimé tatoué, en me disant que si le circuit imprimé était dans le cuir, je pourrais faire des objets électroniques extrêmement costauds. Il y a donc ce circuit imprimé qui est tatoué par une équipe de jeunes hackers, designers qui ont détourné une machine d'impression 3D en machine à tatouer. Ils ont donc remplacé la buse d'injection plastique par un dermographe de tatoueur. La mise en forme du cuir est effectuée par Clémentine Trussardi, qui est une compagnon du devoir et effectue ses travaux à la maison des compagnons de Pantin. Le casque en laine est issu de ma rencontre avec Antoine Rouy, un chimiste qui travaille beaucoup les agromatériaux et les déchets de l'agriculture pour former des objets qu'il moule dans des presses à très haute pression. Parallèlement à Antoine, j'ai rencontré les chapeliers de la ville de Caussade qui ont un savoir-faire très ancien autour du chapeau. Les deux gestes étaient complètement corrélés. Ça m'a paru être un moyen d'aller peut-être plus loin encore dans l'exigence de rigidification de la laine et de réellement transformer cette laine en un polymère. Ceci est une enceinte acoustique en marbre composée d'une façade fraisée en aluminium qui est équipée d'un système acoustique développé par TaylorMade System, l'association de Jacques Fuchs et Patrick Thévenot, qui sont des ingénieurs qui développent des systèmes acoustiques. L'enceinte est en marbre de Carrare pour le modèle blanc et en granit de Belgique pour le modèle noir. La caisse de résonance est fraisée par le marbrier Jérémy Caudron. La surface dichroïque, elle, est donc un dépôt de métal effectué par Fabien Lemarchand, un chercheur en optique de l'Institut Fresnel de Marseille. Cette enceinte est l'occasion d'expérimenter un son qui n'existe pas à cause du marbre et à cause de ce dispositif de déflecteur qui renvoie les fréquences aiguës. Ma scénographie s'est voulue extrêmement sobre.
On a fait ces immenses panneaux de noir parce qu'il s'est trouvé que chaque objet était toujours un peu par hasard décliné en noir et en blanc. Il y a eu un marbre blanc, un marbre noir. Voilà, après, c'est plus sur l'exposition, hein. Donc voilà, je voulais vous montrer comment en fait, voilà, ma stratégie pour essayer de mélanger les sciences et le design, le produit, l'industrie. J'espère que j'étais à peu près clair. Oui, je crois. On a envie de savoir comment ça sonne, une enceinte en marbre. Eh bien, c'était une intuition esthétique plus que pratique parce que finalement le marbre a tendance à faire cloche, et comme une cloche en bronze. Et donc c'est pas très intéressant d'un point de vue de l'acoustique. C'est intéressant du point de vue du poids, mais en fait il faut une petite astuce pour venir ramollir les parois. Donc on fait ça avec un scotch goudronné. Mais ça fonctionne très bien parce que le système acoustique est un peu différent. En fait, c'est une enceinte qui ne regarde pas, le haut-parleur ne regarde pas l'usager, mais regarde, on le voit ici. En fait, elle est entre guillemets montée à l'envers. C'est un objet qui est à l'envers. Et les fréquences aiguës du son sont réfléchies sur l'objet au mur, qui est lui très rigide et qui fait un effet de rebond des fréquences aiguës. Voilà. Mais ça sonne bien. On vous croit sur parole. Alors, qu'est-ce qui fait que ce chef d'entreprise, finalement, je reviens sur Daher, sur les avions, parce que ce que vous venez de nous montrer, ça a l'air assez radical par rapport au travail peut-être que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce qui fait que ce chef d'entreprise, tout d'un coup, il a eu une révélation, il a vu votre expo, il vous a vu à la télé, il a eu une révélation sur le design, il s'est dit, il faut absolument que je travaille avec un designer plus en amont? Il y a quelque chose chez eux qui était déjà une réflexion en cours? Je pense que le groupe Daher ont la chance d'avoir des jeunes très ouverts d'esprit dans leurs équipes de direction. Et donc, c'est via un réseau de l'école Boulle, justement, un contact de collègues qui ont fait des études d'aéronautique ensemble. Et ils se sont croisés et ont eu la discussion autour du design et le besoin peut-être d'intégrer un designer. Et voilà, c'est un peu par hasard, mais en tout cas, c'est pas tellement venu, je pense, d'en haut. C'est plus dans les jeunes équipes qui se sont dit que ça serait intéressant d'essayer de prendre quelqu'un sur du long terme. Enfin, essayer plutôt que de faire venir ponctuellement un designer qui fait 3 esquisses et qui s'en va et tout repose sur les épaules des ingénieurs. Là, c'est intéressant de pouvoir être là au quotidien et d'accompagner de A à Z les choses. Voilà. On évoquait tout à l'heure la dimension culturelle du travail du designer. Là, vous avez dit que vos clients étaient essentiellement américains pour cet avion. Comment vous le gérez ça, vous abordez le design d'une manière différente, particulière? Vous documentez, je sais pas, sur le design américain? Et déjà, c'est vrai que quand on réfléchit donc à l'intérieur d'un avion, on réfléchit, c'est vrai, plus à l'américaine qu'à la française. Donc on achète les plus gros gobelets. Oui, en fait, c'est un peu l'approche. On réfléchit, donc nous les designers, notre point d'entrée, c'est l'usage. Plus encore que l'esthétique, en fait. C'est d'ailleurs une chose qui est très dure à faire passer comme message, c'est que, en rigolant, je dis souvent là-bas que je suis l'esthéticienne, mais c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire qu'on a un rôle, on nous cantonne à un rôle très esthétique, ou en tout cas aux yeux des gens plus à l'ancienne. Le designer est un esthéticien, un styliste. Et je pense qu'on a un rôle bien plus juste en termes d'approche usage, en fait. Et même si on n'a pas le monopole de ça, bien sûr, mais ça dépasse vraiment le style, en fait, pour moi. Et donc, effectivement, quand on approche ce genre de projet, effectivement, il faut absolument réfléchir comment la majorité des usagers de cet avion vivent. Comment on ouvre la porte d'un avion quand on a un gobelet et une mallette. Voilà, donc c'est plein de choses qui sont intéressantes à réfléchir. Comment s'assoit sur un siège, comment... Alors après, j'ai la chance que c'est un avion qui est très... il est, comment dire... il y a beaucoup de retours d'expérience, donc ça me guide beaucoup dans mon travail. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des questions pour Alexandre ou des commentaires, des compléments sur son travail punk ou pas? T'as pas de questions? Il y a ma mère qui est là. Ah, bah là en plus. Il était comme ça quand il était petit déjà et il aimait bien tout mélanger, tout réinventer. Très imaginatif, oui, toujours.
Alors vous me disiez oui qu'en fait travailler avec des scientifiques, curieusement peut-être ça vous avait donné envie de raconter des histoires. Enfin c'était vraiment, vous pouvez revenir un peu là-dessus parce que c'est vrai que ce côté narratif, on le voit dans l'expo Supra hein, où il y a beaucoup de petits films et donc beaucoup petites histoires, je sais pas comment on dit, historettes, qui sont racontées. Donc c'est assez marrant parce qu'on a pourtant peut-être spontanément on peut penser que le monde scientifique serait plus du côté abstrait, du côté un peu théorique. Et vous, vous dites non, la solution, elle est plutôt du côté des histoires, de la narration. Et oui, en fait, c'est d'ailleurs c'est pas une idée de moi, c'est une idée de Julien Bobroff qui a été de se dire, enfin, c'est une idée commune. C'est-à-dire, eux, ils dégagent les choses scientifiques qu'ils veulent raconter, et moi, j'essaye de faire des parallèles entre ces choses scientifiques et des choses de la vie de tous les jours. Donc, lorsqu'on réfléchit à comment les scientifiques du laboratoire Couche-Mince vont parler de la comment ça s'appelle des tensions de force. Tension de surface. Ouais, tension de surface, et ça marche plus. Ah si, c'est bon. Et ben moi j'essaye de penser là, dans ma tête, il se passe un parallèle avec qu'est-ce qui est à la surface des choses, donc un bateau. Donc on va venir mettre une goutte de savon à l'arrière de ce bateau, il va filer et c'est bon, on a notre conjonction. On a notre liaison, idée d'un scientifique, image d'un designer. Voilà. Donc il faut simplement. Alors des fois c'est pas possible. C'est-à-dire que Julien Beauprof m'a commandé un nouveau projet. Je lui ai livré un nouveau projet cette année qui était l'inverse. Il n'y a pas de sujet scientifique. Par contre, on invente un dispositif très très dur pour moi. C'est-à-dire que normalement il y a un sujet inspirant parce qu'il y a des images, il y a des scientifiques qui travaillent dessus. Là, on a créé un dispositif qui est se dire tout ce qui tient dans un musée tient sur 1 mètre carré. Il y avait un sujet, il y a le sujet qui était la physique quantique qui va aller dans ce mini-musée, mais là c'était vraiment comment sur 1 mètre carré on va faire tenir une salle de vidéoprojection, des échantillons, des choses manipulables, des choses écoutables, lisibles, je sais plus. Mais, et donc là c'est plus difficile parce que c'est une approche uniquement par l'usage et plus par l'histoire justement, et ça a été beaucoup plus difficile. Donc j'aime quand même plus travailler via l'histoire que via uniquement l'approche usage. Et d'ailleurs, un client, généralement, il faut vraiment le faire beaucoup parler. Ça peut paraître inutile, mais discuter avec son client autour d'une bière, c'est presque plus important que de recevoir ces 36 pages du cahier des charges, parce que c'est là où on va comprendre exactement de quoi il a envie exactement. Et c'est très important de faire beaucoup parler les gens avec qui on travaille. La bière, la culture punk, on voit. Mariana, vous nous avez, je reviens un peu sur ce que vous nous expliquiez au début de cette soirée sur le biomimétisme. En fait, c'était pour poser la question aux autres designers, mais aussi pour vous interroger sur vous, déjà, votre réaction par rapport à ces deux interventions de designers, en fait, puisque vous êtes plutôt du côté des ingénieurs, du côté des chercheurs. Donc, on a entendu des témoignages sur, non pas la difficulté, mais toute la complexité et de l'interactivité, de l'échange entre un designer et ingénieur, designer et chercheur scientifique. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous, dans vos projets, vous avez été amené à collaborer avec des designers, j'allais dire des vrais designers, en tous les cas, des gens qui sont plutôt côté couleur, matière? Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens ou pas pour la recherche scientifique, puisque finalement ce que vous nous avez présenté, c'est un projet de design sans designer au sens des métiers qui sont représentés ce soir. Oui, je comprends votre question, je vous remercie. En fait, nous sommes des designers donc, de ces ailes en se basant sur des aspects scientifiques, la théorie, la modélisation, la quantification. Mais dans toute cette quantification, au jour d'aujourd'hui, on sait que, par exemple, c'est pas comme il y a une cinquantaine d'années où on voulait comparer, par exemple, d'une manière quantitative, les expériences et les calculs. Il fallait que les courbes collent. Sinon, c'était un problème. Au jour d'aujourd'hui, on a des zones d'incertitude parce que les deux approches ont leurs erreurs systématiques et aléatoires. Donc, il ne s'agit pas de comparer des courbes comme ça, mais d'essayer de rendre convergentes les zones d'incertitude en minimisant
ces zones d'incertitude par des intervalles de confiance. Donc, par rapport à la question entre les designers artistiques, moi je suis quelqu'un de très sensible à l'art, je peins dans mes heures perdues en quelque sorte, et je crois que la beauté est aussi quelque chose d'imbriqué dans la science. Je n'ai pas malheureusement vous montrer ici une des diapos. Parfois, les diapos servent aussi à montrer des petites choses. Donc, mais je peux le décrire avec les mains. Tout ce petit discours, je peux le décrire à des enfants qui viennent lors des portes ouvertes à notre laboratoire sans transparent. Ils sont venus juste samedi dernier pendant la journée de la science où ils ont visité les souffleries avec les expériences du morphing qui se déroulent à l'IMFT en collaboration donc entre l'IMFT et le Laplace. Et je peux vous décrire avec les mains, quand on a une fois fait des erreurs dans des calculs, des gros calculs scientifiques qui se tournaient dans des grands centres de calcul nationaux, après on a visualisé ce qu'on obtenait et tous ces tourbillons n'avait rien d'harmonieux. Enfin, une fois, j'avais fait un film avec ce tourbillon, avec une valse, tellement c'était harmonieux. Mais il y avait comme des nœuds dedans, si vous voyez par exemple une nébuleuse, mais qui ne tourne pas comme une nébuleuse avec un noyau, mais qui a des nœuds par-ci, par-là. Et donc, tout de suite, ça donnait tout de suite l'impression que ce n'était pas quelque chose de beau. Et bien sûr, il y avait une erreur dans la convergence, dans le calcul, et que en comparant cette image avec les images que je vous ai montrées, j'espère que parmi celles-là, vous en avez trouvé certaines qui étaient belles. Donc, on voit que la beauté, c'est quelque chose qui est en harmonie avec ce qui est scientifique, le quantitatif. Et moi, comme je suis d'Athènes, je suis bien sûr très imprégnée par le nombre d'or. En fait, l'acropole, la distance, la hauteur par rapport à la largeur des colonnes respecte ce nombre d'or qui est là pour des raisons de statique, mais aussi et pour des raisons de beauté, les deux. Donc, pour dire que je crois que quelque chose qui est juste scientifiquement, en même temps, nous aspire à une harmonie. Donc, je crois que il y a, je crois que le troisième millénaire sera peut-être une ère de multidisciplinarité et de convergence entre plusieurs disciplines, comme le nouveau récemment créé chantier du RTRA Datanos, coordonné par ma collègue ici présente, et donc qui fait rentrer et parler plusieurs sciences et disciplines autour de la donnée. Donc pour dire que je crois que le troisième millénaire ira vers une convergence des disciplines plutôt qu'avant, il y a une centaine d'années, on a eu tendance à faire plus de spécialités parce qu'on en avait besoin. On avait besoin de spécialisation ponctuelle pour avancer les sciences. Maintenant, on a vu que c'est par la synergie qu'il faut faire. Et donc, cette fameuse convergence entre le design artistique ou le design très inventif, comme Alexandre, peut très bien converger et se marier avec les principes scientifiques et quantitatifs qui vont pouvoir donner quelque chose de très harmonieux, mais en même temps très juste. Par exemple, dans une cabine d'avion, on peut distinguer tout de suite si on est gêné par les couleurs ou bien si on trouve très bien les couleurs. J'ai eu le sentiment d'avoir vécu les deux. Il y a des cabines où on se sent mieux que dans d'autres, donc le design est très important là-dedans, mais je crois que peut-être quelqu'un pourrait expliquer ça aussi d'une manière quantitative par la vision, par les longueurs d'onde qui sont donc excitées par la vision vis-à-vis de telle ou telle couleur, et que si on pouvait écrire une musique avec toutes ces longueurs d'onde, enfin je caricature un peu, on aurait pu entendre une bonne mélodie harmonieuse si les couleurs étaient
dans le fuchsia ou le violet et le rose, plutôt que des couleurs autres qui ne s'accorderaient pas très bien. Donc je ne sais pas si les Américains, j'espère, sont sensibles à ces aspects d'harmonie. Enfin, à New York, c'est quand même une des capitales de l'art parmi les plus importantes. Mais je crois que partout dans le monde, l'être humain est sensible à ces aspects d'harmonie. On peut tous plus ou moins être d'accord sur quelque chose qui est beau, qui est fonctionnel, qui est beau, qui est harmonieux, et tous être d'accord sur quelque chose si quelque chose est moins bien, donc moins fonctionnel. Je crois qu'il y a des aspects où les êtres humains sont quand même d'accord autour de la beauté. Si seulement. Merci. En tout cas, dans ce que vous dites, ce que je retiens qui est très intéressant, c'est la part de l'émotion aussi dans le travail du chercheur, enfin, dans ce que vous décrivez par rapport à cette expérience sur la beauté des courbes, ou en tous les cas le poids des images aussi, et de l'esthétique de ces images, ou de l'harmonie, comme vous dites très justement, de ces images dans le travail de la recherche. Donc finalement, le poids aussi de l'émotion dans le travail intellectuel, donc qui montre que recherche et création ne sont pas forcément si antagonistes ou antinomiques que cela, en tout cas dans la pratique. Alors, j'enchaîne avec une question qui nous vient de Facebook, peut-être pour vous, Pascal de Rességuier, puisqu'on nous pose la question de savoir jusqu'où on peut aller en termes de design dans les avions. En intérieur, hein, dans les cabines, puisqu'on nous dit oui, est-ce qu'on peut mettre une piscine, un mini-appartement? Alors, quelles sont les limites? Peut-être en jet privé, mais pas en avion commercial. On n'a pas eu de demande de l'avion Barbie. Je ne sais pas si vous avez vu le truc de Foresti, mais non, après, non, ça reste toujours lié quand même à tout un fonctionnement. C'est une vie à l'intérieur d'un avion. Quand vous passez 12 heures, voire jusqu'à 17 heures, maintenant, il y a quand même eu un long vol jusqu'à Perth. C'est quand même 17 heures dans un avion, ou même 12, c'est quand même une durée. C'est très long. Donc forcément, il y a l'accompagnement avec la lumière, parce qu'on a des levées, entre guillemets, de soleil, enfin des réveils jusqu'à le repas, puis le coucher, pour essayer de guider. Enfin, ça ne fait pas de la chronobiologie, mais ça aide à suivre le vol jusqu'à l'arrivée. Cette sensation de bien-être. Mais après, en demande, c'est plutôt des demandes de fonctionnement. On va avoir des sortes de barres pour limiter le travail de l'équipage, pour donner l'accès à une boisson, ou en pleine nuit, si quelqu'un a besoin de quelque chose, il sait qu'il va pouvoir le trouver. Une certaine autonomie sans avoir à être... Après, tout dépend des classes. Parce qu'on sait qu'on a l'économie jusqu'à la first class, donc c'est pas le même service. Et est-ce que vous travaillez sur le design des odeurs ou des parfums, puisque vous avez évoqué les couleurs, la matière? Est-ce que l'odeur ou le parfum, puisqu'on est dans un espace confiné, bien que ventilé, mais est-ce qu'il y a un travail particulier là-dessus? Ça commence à rentrer. On a déjà des propositions. Alors nous, on ne travaille pas du tout dans l'odeur, mais on sait qu'il y a des odeurs qui peuvent être intégrées dans la cabine. Oui. Alexandre, vous avez peut-être une réponse sur les limites du design. Prenez le micro, sur les limites du design en aviation. Oui, c'est le poids. En fait, pour s'amuser, vaut mieux faire des bateaux que des avions. Mais les Qataris arrivent toujours quand même à mettre des baignoires en or dans des avions. Mais pas d'enceinte en marbre. Non, mais ils pourraient. Mais oui, alors c'est vrai qu'après, c'est quand même un domaine où le gramme est chassé. Donc ça limite, ou si on fait des fantaisies, il faut qu'elles soient légères. Donc pas de véranda sur les ailes. Et voilà, donc non, c'est quand même un domaine où les choses sont limitées par le poids, ouais, quand même. Vous faites souvent référence au bateau, parce que vous avez une expérience en design de bateau. C'est des choses très différentes, ou parce qu'on est aussi dans des petits espaces? En fait, dans le cadre de nos métiers, forcément, on regarde ce que font les autres domaines de l'industrie. Enfin, en tout cas, je le fais. Donc, on regarde de très près ce que font les automobilistes, enfin, non pas les automobilistes, mais l'automobile, les fabricants de bateaux, en fait, ce que font les autres moyens de transport. Et on s'en inspire beaucoup. Et le bateau, c'est vrai, amène tellement de soins dans le confort et dans la zénitude que je trouve que l'aviation devrait s'en inspirer beaucoup. Et
Et après, ce qu'on regarde plus dans l'automobile, je trouve, c'est le côté un objet fabriqué. Enfin, je ne sais pas combien on fabrique de voitures par jour, mais là, il y a une autre approche qui est vraiment celle de la qualité, répétée à des millions de fois, sont encore d'autres approches. Je ne sais pas si vous avez une question dans l'assistance. En tout cas, moi, j'en ai une. On a évoqué aussi la question du biomimétisme. Je reviens sur votre premier exposé. Est-ce que, donc, on a vu comment les scientifiques... non, cette fois-ci, gardez le micro, parce que c'était pour les designers la question. Parce qu'on a bien compris comment vous aviez été inspiré, justement, par l'observation du vol des oiseaux et par donc tout un travail un peu en profondeur. Est-ce que vous, côté designer, est-ce que le biomimétisme, ça vous parle? Est-ce que vous aussi vous inspirez de la nature, puisqu'on parle de matériaux? Alors, on a beaucoup évoqué des matériaux artificiels, j'allais dire, quoique le marbre, c'est un matériau naturel. Mais est-ce que, puis aussi le mouton, du coup, tiens, j'y pense. Mais voilà, est-ce que la nature vous inspire aussi dans vos travaux, dans votre pratique? Non. En fait, j'aime beaucoup. Enfin, disons que ça dépend. Je dis non, mais le biomimétisme, c'est vraiment une démarche. C'est un mode de pensée quasiment. C'est-à-dire, c'est s'inspirer du vivant pour créer des systèmes et même des systèmes. Comment dire? On pourrait expliquer que la livraison de pizza est un système biomimétique parce que ça se comporte comme les neurones. Mais moi, j'ai une approche plus pratique des choses et donc c'est pas une démarche que j'intègre, même si. Enfin, parler de produits écologiques n'a rien à voir avec le biomimétisme, par exemple. Donc voilà. Vous êtes plus sur l'éco-design? Voilà, moi je suis plus soucieux de faire des process et des procédés moins gourmands, des choses, essayer de mettre moins de cuir, amener d'autres matériaux qui sont moins connotés. Mais c'est pas du tout du biomimétisme pour le coup. Mais par contre, il y a quand même une grosse. Enfin, le biomimétisme en ce moment dans le design est très 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 présent. Il y a des chercheurs et des designers très brillants qui collaborent sur ces thématiques. Et donc ces gens sont producteurs de choses très inspirantes pour les autres designers par contre. Donc c'est une source d'inspiration, mais c'est pas c'est pas ma pratique. D'accord. Pascal, vous avez un commentaire sur le biomimétisme et votre pratique du design? Comme moi, j'utilise des matériaux. Enfin, on est plus dans l'éco parce qu'on a style un fournisseur de moquettes qui fait sa moquette grâce à des filets de pêche qu'il récupère et il retisse. Donc c'est du nylon, mais c'est quand même il y a toute la chaîne de réutilisation de quelque chose qui est forcément abandonné à un moment donné. Mais c'est vrai que moi, le biomimétisme, c'est un truc, ça me fait délirer. Si je pouvais avoir un avion où on pouvait intégrer... Nous, c'est plus dans l'innovation. C'est-à-dire qu'on va avoir envie d'un matériau qui réagit, qui donne des informations. Donc, on sait qu'on a toute notre partie innovation qui est sur des projets comme ça. Et on espère que ça va venir dans le futur. Oui, bien sûr. En fait, par rapport au design des ailes d'avion du futur, je ne dirais qu'il ne s'agit pas vraiment de biomimétisme, mais plutôt de bio-inspiration, hein, parce que les avions vont voler à des vitesses bien plus importantes. Oui, tout à fait. Bio-inspiration, vous avez raison de préciser en effet plus que biomimétisme. Justement, je m'interrogeais aussi en vous écoutant sur, je pensais aux drones peut-être ou aux taxis volants qui sont peut-être en préparation chez Airbus. Est-ce que les designers travaillent là-dessus? Est-ce que vous êtes consultés? Ça vous dit je quelque pense chose? qu'il y a des images qui circulent sur Internet sur ce genre de Oui, choses. Ouais. peut-être. Oui, ils sont. D'après, on n'est pas directement en lien avec eux, mais c'est vrai qu'il y a des recherches, même par rapport au bateau. Le lien entre le bateau et l'avion, il n'est pas si éloigné. Moi, j'aime bien la relation entre les différents. Je pense que dans le futur, il y aura moins de différences, vraiment. Ça sera vraiment très, très proche. Oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, d'ailleurs, il y a les bateaux de nouvelle génération, c'est ce qu'on appelle les flying ships, qui ont donc des parties annexes qui sont comme des volets, des ailerons, qui permettent donc à donner de la portance au bateau pour qu'il puisse littéralement aller au-dessus des vagues pour limiter le frottement et donc pour diminuer la résistance et augmenter la propulsion.
Mais en fait, vous avez dit quelque chose de très important, que petit à petit, les deux disciplines se rapprochent d'un point de vue design et science. En fait, là, on peut s'inspirer encore de quelque chose d'artistique. Je crois que l'année dernière, il y a eu une très belle affiche de la mairie de Toulouse pour donc tout ce qui est culture, l'année de culture, avec une grande baleine, je suis sûre que vous l'avez vue en ville, qui suspend avec des cordes une espèce d'objet volant avec des passagers dedans. Et en fait, dans nos projets, je ne vais pas parler très en détail aujourd'hui parce que ça fait partie de nos études des années futures. On s'inspire pas mal aussi de comment les grands poissons en fait font pour certaines choses pour donc abonder et augmenter les degrés de liberté de design des ailes d'avion, mais aussi de tout ce qui est propulseur, tout ce qui est bateau, sous-marin, tout ce qui s'approche aussi du génie naval, pas seulement du génie aéro. Oui, la bio-inspiration aussi chez les cétacés, puisque effectivement c'était une baleine montgolfière qui représentait justement Toulouse Métropole des Savoirs, donc une affiche dont on était très fiers ici au Quai des Savoirs, puisque ça faisait partie donc de notre stratégie de communication. Bien, écoutez, peut-être qu'on va conclure cette soirée sur ces derniers commentaires, à moins qu'il y ait une toute dernière question. Il est 21h30 bientôt. Donc je vais vous remercier très, très chaleureusement pour cette participation, pour vos témoignages, pour cette discussion. Vous remercier aussi d'être venu ce soir donc, au Quai des Savoirs pour cette soirée autour de avions et design. Et puis je vous invite donc après-demain, jeudi, donc, pour revenir à écouter Joël Chevrier, professeur de physique et chercheur aussi, qui nous fera donc une intervention sur le design et la science, lui aussi, comment en tant que scientifique il est inspiré et il travaille avec des designers, notamment pour mettre en place des expérimentations à moindre coût, frugales, hein, on parle de sciences frugales, il va nous parler de sciences frugales et comment on peut apprendre les sciences un petit peu autrement qu'à travers des gros dispositifs et des grosses machines. Voilà, ça ce sera pour jeudi soir. Merci à tous et très bonne soirée.